de sa communauté et l'engager réellement. J'enrichis le titre de ce webinaire et de cette conférence qui est réalisée donc en partenariat avec Station F qui nous héberge aujourd'hui, School Lab, à savoir que moi je suis passée par le programme CIDUP de School Lab. Moi, je suis la CEO de Trust, mais on va commencer par ça un petit peu pour les présentations. En tout cas, bienvenue à vous sur cette thématique. Alors, voilà le sommaire qu'on va développer aujourd'hui. Donc, en gros, on va avoir à peu près 30 minutes de déroulé. Et puis ensuite, je prendrai vos questions et réponses, que ce soit en présentiel ou en ligne. Donc, d'abord, les présentations. Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je suis légitime de prendre le sujet, enfin, la parole sur ce sujet. Un petit rappel, ça ne fait pas de mal. Un petit rappel marketing, un zoom. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des lignes publiques pour s'en inspirer. Je précise ici que la création et l'animation de la communauté, je vais le traiter aussi bien pour le B2B que pour le B2C, parce que je sais que dans l'audience, il y a les deux profils. Ensuite, on va faire un zoom sur 5 façons de traiter et surtout d'engager sa communauté. Et puis ensuite, on verra un petit peu plus un partage d'expérience sur des outils que je vous recommande. Et à la fin, du coup, les questions-réponses, et on pourra se laisser 10 minutes, voilà, au besoin plus, pour répondre à vos questions. Voilà pour le programme. Donc, qui je suis et d'où je viens. Alors, moi, j'ai travaillé 7 ans au fonds d'investissement sur donner de la visibilité du coup au fonds à l'extérieur et puis également donner de la visibilité à toutes les participations du fonds auprès des associés familiaux, puisque c'est un fonds familial, donc Créadem. Et en fait, j'ai rencontré des entrepreneurs toute la journée, du matin au soir, et ça m'a conforté dans l'idée que c'est ce que je voulais être entrepreneur, c'est-à-dire pour moi sortir des projets de terre, apporter de l'innovation et fédérer autour de moi des talents. J'ai créé en 2014 une communauté en ligne dans le secteur cosmétique où on a fédéré 270 000 membres, dont 2300 influenceurs. Bonjour, bienvenue. Bonjour. Non, allez-y, je vous en prie. Donc, 270 000 membres, 2300 influenceurs, un demi-million de visiteurs par mois. Et puis, ce qui est important peut-être à vous signaler, c'est le fait qu'on a réussi à faire créer beaucoup de contenu. Donc, plus de 210 000 avis, 95 000 photos uploadées par nos utilisateurs. Et en fait, j'ai compris là les mécanismes d'engagement de personnes. Donc, comment est-ce qu'on fait pour qu'un visiteur d'un site devienne un super contributeur ou un follower sur vos réseaux sociaux devienne un super contributeur. Ensuite, le travail que j'ai fait, c'est qu'avec mon associé Emmanuel, on a contacté beaucoup de marques, on en a contacté à peu près 300, même un petit peu plus, et je reviendrai après sur la méthodologie des sondages. Et en fait, on s'est rendu compte que les marques avaient besoin d'un outil qui leur permette de créer, d'engager leur communauté. Et c'est ce qu'on a développé. Donc, en 2019, on a lancé Trust, donc, qui est une solution SaaS qui permet à nos clients, donc en marque blanche, d'aller créer, augmenter et surtout faire énormément de contenu à leur communauté. Donc, voilà pour quelques chiffres. Aujourd'hui, ça ne se voit pas trop à l'écran, mais on a plus une cinquantaine de clients sur des verticales, donc cosmétiques au départ, parce que j'ai commencé par là, vous l'avez compris, et puis ensuite, on a déroulé et on a ouvert d'autres secteurs ces 6 derniers mois, en fait. On est basé à Paris, nos développeurs sont basés à Rennes, dont mon troisième associé, Didier, notre CTO. Et puis ici, on a quelques partenaires, et donc là, notamment School. Et je ne suis pas toute seule, hein, on est 35 collaborateurs aujourd'hui. Voilà. Et juste sur la genèse, donc j'en parlais un tout petit peu tout à l'heure, et puis après, je passerai directement, mais je pense que c'est important. Donc ça, c'est les chiffres que je vous ai indiqués. Donc, création d'une communauté B2C, avec les éléments que je vous ai indiqués, notamment, ce que je n'ai pas précisé tout à l'heure, c'est beaucoup de data. Donc, la collecte de données. 10 millions de points de données sur les consommateurs, leurs usages, les produits qu'ils ont envie d'utiliser, les marques qu'ils utilisent, etc.
Ensuite, il y a toute cette période de R&D et de construction avec les marques qui ont accepté de nous rencontrer, donc pas les 300, mais un peu moins, où on est allé co-construire du coup cette solution qu'on a lancée. Et puis, pour finir, je pourrais dire que ce logiciel-là, effectivement, il réunit 3 briques que je vais vous détailler un petit peu plus tard. Il permet donc à nos clients de collecter de la data à la demande, d'avoir toute une partie génération de bouche à oreille et collecte d'avis et de contenu utilisateur authentique. Et nous, on a réalisé une levée de fonds d'1 million d'euros début de l'année passée. Et donc voilà, un an après la naissance du logiciel. Petit rappel méthodologique sur des clés de succès du marketing traditionnel. Vous l'avez un peu entendu déjà, la partie data, c'est-à-dire que je vais aller chercher sans arrêt de la donnée sur mes clients, sur mes prospects, B2B ou B2C. Pourquoi? Pour bien les comprendre, pour identifier leurs peines aujourd'hui, leurs épines dans le pied, pour développer des meilleurs produits qui seront réellement attendus par le marché. Et donc, j'ai besoin d'aller sans arrêt aller chercher de la donnée. Le risque, c'est quand je n'ai pas de data, et notamment de la data propriétaire. Pour le faire, je peux utiliser plusieurs choses. Alors là, je vous ai mis plutôt ce que les marques utilisent, notamment quand on est un grand compte, on va aller chercher des instituts de sondage, etc. C'est un certain coût. Et puis, sinon, on peut faire du ciblage, évidemment, sur Facebook, sur Instagram, passer par des solutions en ligne de sondage. Et puis, quand on débute au début, aussi des Google Forms, des Typeforms, des sondages Instagram, etc. Donc, allez d'abord chercher toute cette partie data. Et je précise, la difficulté quand on est une marque B2C, c'est que quand on distribue ses produits pas en direct, souvent, c'est les distributeurs qui gardent la donnée. Donc, vous vendez vos produits, je ne sais pas, à la FNAC, par exemple, et en fait, ou chez Sephora, et en fait, ils ne vous donnent pas forcément la donnée sur qui sont les acheteurs, leur panier moyen, etc. Donc, c'est pourtant une étape vraiment cruciale. La deuxième, c'est la partie notoriété. Donc là, on va mettre toute la partie publicité. Et dans la partie notoriété, on peut aussi parler de la partie micro-influence, mais pas que. Les micro-influenceurs, au final, ce sont des personnes qui ont un peu plus d'audience que les autres et qui assurent du bouche à oreille. Évidemment, la publicité, notamment quand on démarre, ça a un certain coût si c'est de la publicité télé. En tout cas, ce qui est intéressant de se dire là, c'est comment je vais chercher de la data pour aller faire de la publicité qui soit pertinente, du coup atteindre mon ROI. Et en parlant de ROI, donc le troisième pilier, donc la partie conversion, d'aller travailler son e-réputation avant même qu'on lance sa solution, son produit. Quand je suis une marque, je suis dans le run, je lance mes nouveaux produits. Très souvent, on est très focus là-dessus. Et en fait, si on loupe cette partie e-réputation, dans le tunnel de vente, ce n'est pas du tout optimisé. Et donc, mes acheteurs s'arrêtent parce qu'il leur manque de la donnée. Est-ce que ça me correspond? Est-ce que ce produit, il est fiable? Est-ce que les personnes qui m'ont donné des avis me ressemblent? Et donc, zoom arrière, donc, quand moi, j'ai lancé cette communauté en ligne, c'était pourquoi? C'était parce que j'ai fait des achats beauté ratés et je me suis dit, c'est quand même dommage, j'ai lu des avis, je suis allée faire mon travail d'aller chercher de la réputation et pour autant, je rate cet achat. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, faisons le tour de ce qui existe dans le monde en termes de recommandations dans le secteur cosmétique. Voyons là où ça échoue et apportons quelque chose de nouveau. C'est ce que j'ai développé. Et donc, cette partie-là, c'était pour moi notamment le fait de me reconnaître dans des personnes qui me donnent leur avis, qui me ressemblent. Parce qu'ils ont les mêmes usages que moi, parce qu'ils ont les mêmes caractéristiques physiques, parce que sinon, leur avis, il est peut-être authentique, quoique on peut parfois en douter aujourd'hui, mais en tout cas, il ne me correspond pas. Et donc, en fait, c'était une des raisons d'échec de mes achats. Donc là, les marques peuvent faire appel à pas mal de solutions pour aller chercher des avis consommateurs et faire aussi du sampling. Donc là, je parle d'échantillonnage pour aller chercher du coup des preuves sociales, des éléments. Là-dedans, on va mettre donc des UGC, des User Generated Content, donc tous les contenus qui sont générés par des utilisateurs d'une solution. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on met de la synergie dans ces actions et comment on capitalise.
Je vous fais un petit zoom très rapide sur les DNVB, donc vous savez, les Digital Native Vertical Brand. Donc, ces marques qui sont nées en ligne au départ, en direct, sans intermédiaire pour le coup, en direct avec leurs consommateurs. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'en facteur clé de succès, on identifie le fait qu'ils ont créé une communauté propriétaire. Et très souvent, avant même le lancement des produits, et là, je parle de Glossier notamment. Pour s'arrêter 2 minutes sur Glossier, donc Glossier, c'est un peu la DNVB par excellence, qui est valorisée plus d'1,4 milliard ou 8, je vous laisserai vérifier aujourd'hui. Comment ça s'est passé? Emily Weiss crée un blog autour de la cosmétique avec beaucoup de générosité au départ, beaucoup de création de contenu. Et puis, à un moment donné, elle demande à sa communauté, à ses millions de visiteurs par mois, parce qu'elle a créé sur le marché américain, voilà, beaucoup d'audience. Finalement, quels sont les produits qui vous manquent aujourd'hui? Je veux lancer enfin, si on imagine un futur nettoyant pour le visage, qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui? Et donc là, sa communauté répond, interagit déjà en commentaire de ses articles de blog, etc. Elle prend sa donnée, elle fait son travail. En fait, elle revient voir ensuite son audience. Elle a dit merci beaucoup, j'ai développé les produits et voilà, c'est Glossier. Donc, en fait, elle a créé effectivement cette communauté en amont. Et puis ensuite, finalement, ce qui est très fort, c'est que les gens qui ont participé au sondage, finalement, étaient ses premiers clients, vous vous en doutez bien. Alors, vous allez me dire, des fois, on est déjà créé, on est déjà là, donc comment on fait? En tout cas, il faut anticiper au mieux possible. C'est pour ça que je profite d'en parler aujourd'hui. C'est si on est dans un projet de création, c'est bien de créer en amont sa communauté. Ensuite, ce qu'ils font très bien sur leur communauté, c'est d'aller chercher de la data en permanence. Et ça, on peut le faire à n'importe quelle étape de la vie de sa boîte. Donc, chercher de la donnée propriétaire, chercher justement à comprendre intimement les produits dont ils ont envie. Donc, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, les gens qui sont impliqués dans cette démarche que vous êtes allés voir, que vous allez aller sonder, finalement, sont partie prenante. Et donc, vont pouvoir également assurer le bouche à oreille assez spontanément et de dire ce produit il est génial, j'ai participé, etc. Et puis, troisièmement, ils sont très forts. Donc, c'est DNVB, elles sont très fortes sur l'optimisation du canal de vente avec des contenus de réassurance à chaque étape. Alors, quand je dis à chaque étape, prenez-moi au mot, c'est-à-dire si par exemple je lance une publicité sur mon produit sur Instagram, j'ai les bénéfices du produit. Est-ce que j'ai également mis un avis consommateur? Est-ce que j'ai également mis une notation d'un consommateur? Est-ce que sur la fiche produit, j'ai des contenus de réassurance? Est-ce qu'il y a des articles de blog qui parlent de mes produits, etc. Et donc, d'avoir ces points de réassurance sur tout le tunnel de vente. Et finalement, comme le dit Catherine Barba, qui est spécialiste e-commerce et retail, c'est finalement dans le B2C, mais je fais le parallèle avec le B2B, c'est que cette capacité à créer très vite une communauté, elle compte autant finalement que le produit. Petite chose quand même qu'on peut se dire, donc ça, c'est les bonnes pratiques. Ensuite, ce qui peut être intéressant de se dire, c'est qu'il y a quand même une notion à un moment donné pour ces DNVB, parfois de plafond de verre. OK, ils ont trouvé leur fan base. Maintenant, comment est-ce qu'ils élargissent? Comment est-ce qu'ils passent à l'échelle? Et donc là, c'est encore d'autres questions dont on verra plus tard, notamment sur la partie acquisition. Pour rentrer un petit peu plus sur le déroulé, maintenant qu'on a fait ce cadrage stratégique, je vous propose donc d'abord de parler, de partir de la première chose, de la démarche, le pain et le why. Vous allez me dire, Nadia, ça paraît évident. En fait, non, ça n'est pas tant que ça. On est tellement obsédé par ce produit, que ce soit un SaaS, que ce soit une marketplace qu'on a développée, que ce soit un produit digital, un produit physique. En fait, on est tellement obsédé parce qu'on met du temps de développement, on met de la sueur sur ces produits qu'on oublie de dire aux gens pourquoi on le fait. Donc, qu'est-ce qui nous fait nous lever pour tous les matins? Pourquoi ce projet aujourd'hui, c'est ça qui vous anime?
C'est dur, parfois, l'entrepreneuriat, le développement de produits. Qu'est-ce qui fait quand on est dans une équipe qu'on se lève tous les matins pour aller défendre cette marque? C'est d'expliquer le pourquoi. Et en fait, là, on va aller toucher à l'aspect unicité et l'aspect remarquable. C'est super important parce que ça va permettre d'engager les gens dans la démarche. D'ailleurs, le produit, il n'est peut-être pas encore parfait. Ce n'est pas grave, mais les gens, ils savent pourquoi vous le faites. Et donc, ça, c'est très inspirant. De manière très pratique, quand on parlait tout à l'heure de création de contenu, donc l'idée, c'est d'aller créer du contenu autour des centres d'intérêt des personnes. Donc, vous comprenez bien l'aspect aller chercher, à les connaître. Et donc, pas juste vos produits et vos services, c'est ce que je disais tout à l'heure, donc d'aller faire le travail de benchmark, je ne sais pas, d'aller regarder les études, enfin, d'aller regarder un petit peu les occurrences de hashtags pour voir un petit peu, une fois qu'on a identifié son secteur, sur quel hashtag les personnes font des recherches, qu'est-ce qui est récurrent, des recherches de mots-clés. Donc là, évidemment, c'est la partie SEO, donc audit de mots-clés, pour aller se renseigner sur qu'est-ce que les gens recherchent sur notamment Google, mais sur tout l'écosystème où il y a du SEO, sur YouTube, qu'est-ce qu'on tape, etc. Et du coup, ça vous permet d'avoir une compréhension plus fine des personas. Une fois qu'on a un petit peu identifié ça, ça nous permet de commencer à faire ces premiers contenus. Donc, au départ, pour se dire, OK, je suis dans une démarche assez généreuse, je vais aller créer des contenus, pardon, de quelque sorte que ce soit, hein, pour aller, du coup, intéresser les personnes. Et ensuite, je leur explique la démarche, le pourquoi, comment je les fédère, et y compris ces prospects B2B, c'est-à-dire faire des interviews, aller chercher ce qui manque, aller les faire parler, etc. Et évidemment, leur dire qu'est-ce qui vous anime. La deuxième chose, pourquoi j'insiste sur cette partie sondage et storytelling, et je fais la liaison entre les deux, c'est que finalement, cette démarche de faire des sondages, elle est très forte parce que ça vous fait déjà de la création de contenu. C'est-à-dire que puisqu'on va aller sans arrêt impliquer les gens, de pouvoir leur partager la data que vous avez collectée. OK, vous avez été X%, X personnes à répondre à ce sondage et voilà les résultats que ça a généré. Et ben, vous serez étonné, mais il y a des gens que ça intéresse énormément. Pas juste de répondre à votre sondage, mais qu'il y ait un follow-up de voilà ce que ça a donné, voilà en quoi c'est intéressant. Et en fait, ce qui est très puissant, c'est de pouvoir ensuite dire je l'ai fait avec vous. Donc là, on est dans une démarche, vous l'avez compris, customer-centrique, donc très centrée autour de ces utilisateurs, de se dire finalement, je peux m'en servir pour faire mon storytelling. Ce produit, on l'a fait avec vous. Monsieur le client B2B, vous avez demandé cette fonctionnalité et en fait, vous avez été nombreux à nous la demander, on l'a travaillé avec vous, on vous a rencontré, aujourd'hui elle est là, etc. Donc, c'est très fort pour fédérer et pour aller partager du coup ce storytelling et donc y compris de leur donner la data, ce qu'on ne fait pas souvent. Hein. On est plus content, on a un peu de data, mais il y a de la data qu'on peut partager. Un point qui est intéressant aussi, quand on est dans une logique de faire croître, d'engager les personnes, donc on leur dit à quoi ça sert, pourquoi c'est intéressant. Alors, dans mon cas, pourquoi c'était intéressant, par exemple, de créer des avis sur une plateforme et pas juste sur les réseaux sociaux. En fait, je t'explique, sur les réseaux sociaux, c'est super bien, mais sauf que ton post, il va descendre dans les profondeurs d'Instagram ou de TikTok et du coup, on ne peut pas capitaliser dessus. Donc, c'est important pour moi que tu viennes le déposer ici pour toute la communauté. Et donc, ça s'entend. Donc, il faut être spécifique, il faut expliquer pourquoi. Donc, ça, c'est la première chose sur la récolte. Et puis ensuite, de leur dire pourquoi est-ce que vous avez besoin d'augmenter la taille de votre communauté. Et donc, vous allez toujours avoir dans une communauté des personnes, c'est la fan base, c'est les top contributeurs, c'est ceux qui sont capables d'aller chercher les autres, en fait. Et ça, alors, un, faire du contenu en masse, et deux, aller chercher les autres. Pourquoi je dis contenu en masse?
Si on prend Wikipédia, au Wikipédia, vous avez à peu près 1% seulement des contributeurs. On utilise tous Wikipédia, je pense, à un moment donné de sa vie, qui ont fait 50% des contenus de la plateforme. Donc, ça veut dire que même dans une communauté, vous aurez toujours des gens qui sont plutôt passifs et vous aurez toujours des gens qui sont actifs. Il faut les identifier, il faut les impliquer, il faut les chouchouter, il faut les incentiver. On en parlera tout à l'heure. Et donc, ces personnes-là, elles sont aussi capables d'aller recruter à l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'on leur demande de recruter? Effectivement, c'est important de leur dire quoi faire. Alors, je vous rappelle, par exemple, Manif de Paris, si vous étiez abonné à cette newsletter qui existe toujours, fondée par Fanny Pécheda, à la fin de chaque email, elle mettait à la fin ce bon plan parisien vous a plu, n'hésitez pas à partager à vos amis. Et en fait, on ne fait pas toujours, on met nos réseaux sociaux, ok, super, hein, mais dites aux gens qu'est-ce que vous attendez d'eux. Donc, soyez spécifiques. Cette newsletter peut intéresser, je ne sais pas, vous êtes sur une thématique, allez, on va dire autour de la grossesse, par exemple, des amis enceintes autour de vous, ça serait génial que tu puisses partager, etc. Donc, on peut être très spécifique sur ce qu'on attend des gens. Parce que sinon, on va s'attendre à ce que les gens partagent, mais en fait, si vous ne leur dites pas, ils n'ont pas toujours l'étincelle. Deuxièmement, il faut faciliter les demandes. C'est comme pour plein de choses. Vous voulez une intro, mettez le texte d'intro, indiquez, voilà, j'ai facilité la vie, je ne sais pas, je suis en recherche de fonds pour ma startup, tu connais tel business angel, du coup, j'aimerais bien que tu me mettes en relation. Oui, mais moi, je suis très occupée, en fait, et j'ai très envie de t'aider, mais peut-être je vais être maladroit, donc peut-être que je ne vais pas le faire. Alors que si tu me donnes ton texte, tu me mâches le travail, en fait, bim, 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 je vais le mettre à tous mes amis. Tu vois, j'en ai d'autres, en fait, des copains de toute façon. C'est un exemple. Maintenant, je vais parler un peu plus du B2B. On a exactement cette même démarche, donc de demander des référals. Si je peux vous aider, moi, les taux de signature, quand ça vient des référals, chez nous, c'est plutôt de l'ordre de plus de 60%. On a un client qui nous recommande un prospect, on est sur du 60% de taux de signature. Donc, du coup, c'est ultra puissant. Également, une façon de le faire, vous êtes en négociation avec un client, par exemple, qui a besoin d'accéder à une autre fonctionnalité payante ou au début pour signer le contrat. Eh bien, il vous demande une remise. Très bien, une remise. Mais qu'est-ce que vous demandez-vous en échange de cette remise? Eh bien, ça peut être une mise en relation avec, par exemple, trois prospects. Oui, bien sûr, OK, on est très content. Du coup, ce qui serait top, c'est qu'on fasse un témoignage vidéo et puis mise en relation avec trois prospects. Et vous allez voir, ils seront nombreux à dire oui. Et en fait, c'est super puissant pour aller du coup faire davantage de business. Une autre astuce que nous, on a testé, que je vous partage aussi, ce qu'on appelle les NPS, cet acronyme un peu barbare des Net Promoter Score, donc c'est la mesure de la satisfaction client. Donc, en gros, c'est une petite équation où on va soustraire les détracteurs ou promoteurs de votre solution. Et donc, on peut faire, il y a des outils pour faire ça en ligne. Chez nous, on le fait plutôt par téléphone, de façon très disciplinée, tous les mois. Donc, toutes les personnes qui utilisent notre solution Trust et dans les équipes, donc les opérationnels, les décisionnaires, on a un script où on leur demande de 1 à 10 comment ils jugent la solution. Comment ensuite on peut arriver à 10 si on n'est pas à 10. Ok, c'est 8. Ok, c'est 7. Okay, qu'est-ce qu'on fait pour arriver à 10 ok, il nous avait dit, il nous a dit que c'était top pour ça, que les customer success étaient géniaux. Super. Et est-ce que ça vous embête, Charlotte, si je vous envoie le mail et vous pouvez déposer ce que vous venez me dire sur Google, en avis Google, ça serait vraiment génial. Et là aussi, vous serez étonnés. Je dis, oui, bien sûr, je le fais dans l'heure. 10 avis Google, 5 étoiles, c'est trop bien. Donc, c'est ultra important. L'idée, c'est de se dire, ce n'est pas qu'une question d'outils. J'insiste, c'est aussi une question de démarche, de comment vous le faites
de quel message vous avez envoyé. Et puis après, effectivement, on va itérer, on va faire une première fois, ça ne marche pas, on améliore. C'est beaucoup une question ici de copywriting. Donc, le copywriting, c'est cet art de la persuasion par le texte, par le dialogue, pour amener les gens à faire des choses. Voilà, je reparlerai un petit peu des ressources à la fin. Ensuite, comme ici aujourd'hui en mix, pour ceux qui nous écoutent à distance, le présentiel, c'est quand même ultra important et dans une ère très digitale, et je suis dans le digital depuis 7 ans, mais néanmoins, le présentiel, évidemment, c'est tellement fort pour recruter et pour engager. Ça développe le sentiment d'appartenance. On a vécu un moment, il s'est passé quelque chose, c'était super, on a échangé. C'est aussi un moment très fort pour valoriser vos super contributeurs ou vos super clients, des goodies physiques ou digitaux, une mise en avant qui peut aller jusqu'à la remise des diplômes pour ces clients. Vous avez un client qui est un top utilisateur de votre solution, c'est votre meilleur ambassadeur, mais il n'y a que vous qui le savez. C'est dommage. Donc, on le met en avant sur un post LinkedIn avec une remise de diplôme. Et donc, là, c'est très fort. Et donc, cette partie-là, présentielle, qui est de plus en plus désormais possible et nouveau, ne l'oublions pas, sur des formats qui peuvent être très simples, de petits déjeuners, on fait venir quelqu'un autour d'une thématique qui intéresse du coup vos clients, par exemple. Un point aussi très important pour aller recruter à l'extérieur, puisque c'est le thème aujourd'hui qu'on développe, c'est de partager les contenus. Ça a l'air simple, mais en fait, quand vous avez des personnes qui postent sur vos produits, sur vos services, et que vous en tenez à votre feed ultra charté, etc., en fait, c'est dommage. Il faut trouver un moyen de partager ces contenus. C'est ultra important. Finalement, c'est des preuves sociales dont aujourd'hui on a absolument besoin. Pourquoi? Parce qu'on est dans une ère de la défiance. Je parlais tout à l'heure des avis, est-ce qu'ils sont vrais, est-ce qu'ils ne sont pas vrais, le bullshit marketing, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai, ce que la marque nous raconte. Et en fait, la meilleure mécanique, elle est plutôt de se dire, voilà pourquoi je le fais, mon produit est top, mais en fait, c'est vous qui en parlez le mieux. Et ça, c'est ultra puissant. C'est très convaincant en B2B comme en B2C. Si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, les gens peuvent s'arrêter de le faire. Vous ne les repartagez pas. C'est un peu égoïste en fait. Vous avez des influenceurs, par exemple, qui parlent de vos produits, de vos services. Je ne sais pas, l'hôtel, Maison, etc. Et puis, la marque, effectivement, elle est très sur sa charte. En fait, c'est dommage, alors que de partager davantage, ça va donner envie aux autres contributeurs. Mais moi aussi, j'ai envie de passer sur son feed. Un troisième avantage, la création de contenu, ça coûte cher. Vous n'êtes pas sans le savoir. C'est du temps, c'est des moyens de plus en plus vidéo, puisque c'est le format aujourd'hui qui est à 80%, le format Internet et un format vidéo. Du coup, de pouvoir utiliser les contenus de vos contributeurs, c'est ultra important. On parlait d'un avis Google, on est dans le B2B, un post Instagram où on met en avant un avis Google, c'est très bien. Également, ça flatte la personne qui l'a laissé et ça donne envie aux autres de se dire, en fait, ils nous écoutent réellement. Donc, optimisation de la création de contenu, donner envie aux autres personnes de le faire et puis évidemment, reconnaissance de base. Vous êtes vraiment à l'écoute. Pour partager quelques outils, alors, sur la partie sondage, je vous encourage à aller chercher du quali et du quanti. Donc, quali, petit groupe restreint, mais surtout, on ne se limite pas à ça. On va aussi chercher du quanti. Pourquoi? Parce qu'on a des intuitions sur ces produits, sur ce qu'on veut développer. Si on ne le teste pas à une grande échelle, on n'a pas la démarche statistiquement fiable d'aller chercher un grand volume de réassurance. Donc, quand on est dans le B2C, on va dire que grand volume, c'est aller chercher des sondages où vous avez au moins 1000 répondants.
Personnellement, c'est ce que j'ai fait, par exemple, pour développer les fonctionnalités de la plateforme que j'ai créée en 2014. Je faisais ce type de sondage parce que parfois, on peut avoir une intuition et puis ce n'est pas prioritaire. Ou alors, parfois, on me crée trop de features et en fait, il faut se concentrer sur celles qui apportent le plus de valeur ajoutée tout de suite. Ensuite, évidemment, on regardera à l'usage si c'est bien le cas. Et puis du quali, d'avoir les gens aussi au téléphone, d'avoir les gens en présentiel. Mais ok, et t'as fait quoi là et pourquoi ça t'apporte de la valeur? Et en quoi c'est compliqué quand tu fais ça? Et d'aller chercher le pourquoi. Vous savez, en général, on dit il y a 5 pourquoi. Ok, j'ai ça. Très bien. J'ai cette problématique en utilisant cette solution. Ok, tu as cette problématique. Pourquoi? Pourquoi? Et là, vous allez avoir quelque chose de super intéressant. Donc, vraiment de pousser et pas de vous limiter. Attention, la manière dont on écrit les questions fait que parfois, vous pouvez avoir une réponse qui n'est pas exploitable. Donc, je vous encourage à regarder un petit peu la méthodo. Et si ça, vous n'avez pas le temps pour le faire, testez-le avec 2-3 cobayes avant de le shooter à toute votre base. Sinon, c'est perdu. Donc là, on peut évidemment utiliser aussi donc, Google Forms, Typeform, des sondages Instagram, évidemment, des solutions en ligne pour aller chercher de la donnée. Ensuite, tout ce qui est marketing automation que je vais distinguer de l'emailing. Je ne sais pas si vous pratiquez déjà l'un et l'autre. Donc, l'emailing, les outils d'emailing, Mailjet, Sendinblue, Mailchimp, j'en passe et des meilleurs. Il y en a énormément aujourd'hui. Leur métier, c'est la délivrabilité. Puisqu'on est sur des bases de données qui sont très importantes. Le marketing automation, c'est un tout petit peu différent. Là, vous allez créer donc des fameux scénarios. Donc là, je pense aux outils comme Lemlist, Mailcheck, Reply. Et donc là, c'est des scénarios if no reply que beaucoup d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc, j'ai déjà un premier message pour parler à ma communauté, pour lui parler de mes produits, pour aller chercher un sondage, pour aller pousser tout simplement mes produits, ou pour aller démarcher des gens à l'extérieur, ou pour les engager à partager un event, par exemple, que vous avez créé, ou une invitation. Allez, prenons le cas de figure. Je crée une invitation justement avec cette communauté. En fait, je peux faire un scénario avec 3 emails parce que en fait, on reçoit tellement d'emails que le premier, on n'aura pas le temps de le traiter. Et du coup, j'ai besoin que vous me rattrapiez. Attends, mais il a l'air vraiment super, cet event, tu devrais vraiment venir. Donc, 3 scénarios, 4, 5, ça dépend de ce qu'on fait. Dans le B2B, quand on va chercher des prospects, en général, on est plutôt sur 5. Ouais, c'est beaucoup. Mais non, si on y apporte de l'intelligence et de l'espace entre les messages. Donc, on ne bourrine pas. C'est plutôt un premier email jour 1, un autre email jour 3, etc. Et donc là, la technologie de if no reply, c'est que tant que vous n'avez pas une réponse, une objection, un oui ou un non, le scénario continue. D'accord? Donc ça, c'est très, très puissant. Et bien utilisé, on peut aller faire des choses incroyablement. Y compris aussi pour aller chercher des avis sur vos produits. Évidemment, toute la partie où est-ce que le dialogue s'instaure, j'ai envie de dire, vous pouvez choisir un cheval de bataille et puis vraiment le creuser, y compris en B2C, en B2B, Slack. Spontanément, vous avez pensé à WhatsApp, très B2C, mais aujourd'hui aussi B2B. Et puis après, toute cette partie génération d'avis et d'UGC, qui est importante de quelques méthodes que ce soit. Donc, il y a plein d'outils aujourd'hui qui existent pour aller générer des avis, y compris si j'ai un site e-commerce, je peux paramétrer, vous les connaissez, vous en avez reçu, des emails post-achat pour aller me demander mon avis par rapport à un produit que j'ai reçu. Ce qui est important ici, c'est de préciser quand vous sollicitez des avis à quoi ça va servir. Toujours. Donc, on revient sur ce qu'on a dit tout à l'heure pour que ça soit moins automatique de dire bon, okay, il faut laisser un avis. OK, ça sert à quoi? Je vous ai listé quelques petites ressources supplémentaires. Alors,
Je pense à une vidéo de Laurent Pagne qui a été postée sur la chaîne YouTube de School Lab sur comment est-ce qu'il est passé de 0 à 10 000 followers sur Instagram, qui est intéressante et j'ai travaillé avec lui, donc je connais la qualité de ses contenus. Je vous invite le livre Tribu de Seth Godin, qui est quand même le ponte du marketing moderne. Et également la vache pourpre, c'est un autre sujet, mais là, Tribu, vous avez toute la partie, notamment psychologique. Qu'est-ce qui fait que des personnes, à un moment donné, se rejoignent en tribu, voilà, donc c'est très bien décrit. Et pour compléter, la vache pourpre, c'est plus sur l'unicité, la démarche. Comment est-ce que vous rendez vos produits remarquables? Un livre qui a un nom vraiment pas terrible en français et qui date de 1936, donc vraiment extraterrestre, pépite. Comment se faire des amis et influencer, je ne sais plus si c'est les gens ou les autres, excusez-moi, de Dale Carnegie. Pourquoi je vous le recommande? D'abord parce qu'il est truffé d'exemples, et donc je trouve que c'est bien dans un livre d'avoir énormément d'exemples, c'est quand même bien parce qu'il y en aura toujours qui vont vous parler. Et notamment sur cette partie, vous avez compris, hein, influencer les gens, alors positivement, hein, voilà, on est d'accord. Comment est-ce qu'on va faire des choses aux gens? Et il y a toute une partie qui est moins le sujet d'aujourd'hui, mais je vous le recommande quand même, c'est comment est-ce que quand on est fâché avec une personne, on évite de le mettre dans un corner, comment est-ce qu'on va le chercher, comment est-ce que par le positif, on arrive à ses fins. Donc, c'est vraiment une pépite avec effectivement énormément d'exemples et finalement qui est valable aujourd'hui. J'ai envie de rajouter, au vu des échanges qu'on a eus juste avant le début du webinaire, la vidéo de Gabriel Gourovitch quand il était donc actuel CEO de Jarminas, ce qui n'est plus le cas. Il avait fait une vidéo sur LinkedIn qui, je trouve, résume très, très bien la croissance de son audience sur LinkedIn, comment est-ce qu'on fait des posts qui interagissent, etc. Qui suscitent de l'interaction et qui vous ramènent aussi des followers. Donc, je pense que sur le site Germinal, dans les ressources, vous les trouverez. Et sinon, donc sur YouTube, si vous tapez... Alors, ce n'est pas Gabriel Gourovitch, c'est Grégoire Gambato, excusez-moi. Le fait de ne pas l'avoir écrit, c'est Grégoire Gambato. Autant pour moi, je dis des bêtises. Donc, si vous tapez ça sur YouTube, vous allez avoir sa vidéo qui va ressortir. Et sinon, il n'y a pas énormément de ressources sur LinkedIn et celle-ci est excellente. Notamment, comment est-ce qu'on va craquer un petit peu l'algorithme de LinkedIn. Voilà déjà quelques éléments que j'avais envie de vous partager. Je suis donc preneuse de vos commentaires, de vos avis, vous en doutez bien, d'où je viens, et puis de vos questions en ligne ou en direct, avec grand plaisir. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions sur les outils, sur les démarches. Peut-être, moi, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous avez déjà mis en place cette méthodologie de sondage? Qu'est-ce que ça a donné? C'est quoi les difficultés que vous avez rencontrées? Ouais, c'est moi. On a parlé tout à l'heure de effectuer un sondage. Je suis très intéressée, mais j'ai peur éventuellement que ça fasse un flop. Dans le sens où moi, si je suis sur le B2B, que je n'ai pas encore une communauté qui est très forte, et que j'aimerais bien avoir en fait une méthode pour l'annoncer de la meilleure des manières et avoir le plus de développement. J'ai envie de te dire, à la limite, si ça fait un flop, avec toi tu sauras quelque part, jetons-nous à l'eau. C'est peut-être une première chose. La deuxième, c'est qu'effectivement, il va falloir expliciter, je pense, effectivement, ta démarche, ce que tu as envie de créer et pourquoi les réponses sont importantes. D'être très clair sur il suffit de remplir ce questionnaire, le temps de complétion, ça peut être bien. Du coup, on se dit, OK, c'est 3 minutes, OK, c'est 10 minutes, je vais prendre le temps de répondre. Ensuite, dans le déroulé des questions, il y a un petit peu de logique et tu peux mixer des questions à choix multiples, des questions ouvertes aussi.
Après, si on se loupe, quoi qu'il en soit, de récupérer des adresses mail pour aller échanger avec les personnes, c'est trop bien. Éventuellement, en mettre en non obligatoire un numéro de téléphone, c'est trop cool, parce que du coup, ça te permettra d'appeler les gens. Oui, j'ai vu que vous aviez répondu au sondage, sauf cette question, et du coup, je voulais vous poser, etc. Donc, ça permet de nouer le dialogue. Et puis, et encore une fois, de spécifier, mon but, c'est... parfois aussi, on peut indiquer le goal, c'est-à-dire c'est d'avoir 50 répondants, par exemple. Tu vois, si c'est quelque chose d'assez pointu, une niche comme tu me l'as exprimé, effectivement, là, on va peut-être pas aller chercher 1000. Donc ça, c'est une première chose. Et puis après, pourquoi pas aussi tenter un peu en message privé, hello, j'ai partagé ce sondage, vous êtes dans le domaine de la culture. Je recherche des répondants qui peuvent m'aider à votre avis. Est-ce que vous avez la possibilité de partager ça serait trop cool. Donc, des messages hyper positifs, hyper friendly, tu vois, pas relou. En fait, pareil, il y a des gens qui vont dire oui, allez, je prends 10 minutes, quoi. Et je vais le faire. Donc, voilà un peu ce que je pourrais te conseiller sur la méthode. Merci. Je t'en prie. Ouais, dis-moi. Je suis en B2B et quand tu as parlé de référent, c'est vrai que je l'avais imaginé. Ouais, c'est clair. Est-ce que tu peux me donner un peu des exemples de comment tu l'as déjà fait? Oui, bien sûr. En avant-vente, donc sur la partie échange, alors peut-être que tu es sur un, je ne sais pas, sur ta stratégie de vente, est-ce que les gens mettent leur carte bleue ici tout de suite ou c'est toi qui les démarches? C'était une solution RH. Ouais, on démarche les RH. On fait le premier... Ouais, donc de toute façon, c'est une démarche conversationnelle. On n'aime pas celui du self-serve. Je mets avec carte bleue, je commence. Donc, cette méthode qui est plus centrée autour de ton utilisateur. Donc, c'est plus customer centric selling, on va dire. Et du coup, en avant-vente, quand tu es très avancé, tu as écouté ses besoins, tu lui as montré en quoi la solution pouvait y répondre. Et du coup, il y a eu la question, j'ai fait ma démo en fonction des besoins que vous m'avez exprimés. C'est vraiment ça, la démarche Customer Centric Selling. Tu repousses la démo jusqu'à ce que tu aies tous les éléments pour qu'elle soit custom. Par rapport à ce que vous m'avez dit, c'est ça. OK, j'ai mon budget, j'ai un décisionnaire dans la boucle. Maintenant, on est sur la partie un peu de négo. Éventuellement, oui, ça serait bien. Alors, je n'avais pas imaginé ce budget. C'est intéressant et ne donne jamais de remise contre rien. Donc, c'est plutôt, pourquoi pas, je vais en parler à mon associé, à ma direction, suivant vos cas de figure. Du coup, si on part sur un engagement de 24 mois et qu'on parte sur ce budget-là avec également 3 mises en relation et un témoignage vidéo, est-ce que c'est bon pour vous? Et quand tu dis mise en relation, c'est, imaginons que tu sois un potentiel client, c'est toi qui vas aller contacter. Alors, si c'est une super question, je te remercie. Au maximum, tu l'aides. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut lui donner les billes. Tu vois. Donc, ça peut être un petit reminder déjà. En fait, donc là, il a dit oui. OK, très bien. Eh bien, tu fais le setup de ta solution et puis dans le mois qui suit, comme on s'était dit, il y avait une mise en relation possible avec X personnes. Du coup, voilà les éléments éventuellement de langage ou comment est-ce que vous voulez procéder, etc. Mais si tu vois que ça bloque, il faudra prendre les devants et aller lui donner les informations. Il suffit de nous mettre en relation par mail en indiquant pourquoi vous avez fait le choix de cette solution. Tu vois, c'est trop cool. Et pas jusqu'à moi proposer un prospect à la personne. Non, je ne le ferai pas dans ce sens parce que là, la personne, tu lui dis, après, tu peux quand même. Alors là, plutôt par téléphone, dans l'échange. En fait, oui, moi, j'ai bien envie d'adresser. Mon produit, il apporte énormément de valeur. Et pour tout vous dire, je suis en échange avec plusieurs boîtes, ça n'avance pas. Du coup, ce référent-là, il serait ultra précieux, etc. Et donc, oui, tu peux lui dire.
Donc ça, c'est l'avant-vente, pardon. Et du coup, juste sur l'après-vente, effectivement, la partie satisfaction client, ça peut être vachement bien. Tu sens ta satisfaction client, la personne te fait un super commentaire. Ça vous gênerait du coup de le déposer ici, que j'utilise votre commentaire, etc. Merci pour la présentation. Sur du B2C, sur des produits de beauté, santé, quels tips pour permettre à une petite communauté de bêta-testeuses justement de communiquer, d'engranger davantage, sachant que j'ai encore une capacité de production limitée, parce que je suis un photo, pour justement avoir du référencement, enfin du moins de la recommandation. Donc tu as un stock qui est limité, mais pas non plus. De toute façon, ça c'est un problème à la limite de la rupture de stock, c'est un problème de riche, on va dire. Tu vois ce que je veux dire, c'est très bien. Parce que si tu arrives à créer cette traction-là, c'est pareil, ça s'explique. En fait, vous avez été tellement nombreux à commander, on est out of stock, je suis vraiment désolée, mais on sera bientôt réapprovisionné. Donc, tu crées un teasing de malade, donc en vrai, c'est génial. Donc, je veux dire que ce n'est pas pour moi un frein. Donc, c'est plutôt de se dire, tu as cette communauté, donc tes bêta-testeurs, tu les as fait déjà tester un peu tes produits, c'est ça? Tester produits, plateforme, call après, donc on a mis en place un retour d'information, mais on a vraiment on est assez limité parce qu'on produit des cures sur des gammes de beauté et en fait, il y a des bons retours, et on commence à faire des sondages ou demander si vous avez une amie qui est intéressée, communiquer l'email, et comment est-ce que je peux avoir un petit peu plus amplifié, sachant que je lance aussi le site web, les réseaux, etc. Alors là, tu lui as demandé l'email de la personne intéressée. C'est bien, c'est un peu intrusif peut-être. Elle va peut-être se dire je vais spammer mes copines si c'est toi qui le fais. Versus, nous, on a vraiment besoin que vous en parliez autour de vous. On a besoin d'avoir d'autres avis. On a vraiment besoin d'étendre notre communauté. Du coup, est-ce que vous pouvez leur transférer ce message, leur partager cet email, leur envoyer le lien de mon site, etc. Donc, vraiment, plutôt, je le ferai dans ce sens-là. Par quel canal? Il y a une préférence chez WhatsApp? Alors, si, c'est vrai que je n'ai pas détaillé ça. Pourquoi je vous parlais de l'emailing et je suis passée très rapidement là-dessus, mais comme vous avez compris, la partie copywriting, elle est intéressante. L'emailing, ça reste le levier de conversion le plus fort sur le e-commerce en France. Il ne faut pas se mentir. Il y a d'autres leviers qui montent, mais de manière générale, ça reste l'emailing. Donc, c'est un outil qui est ultra puissant. Pourquoi? Parce que vous avez des gens qui ont fait le choix de vous donner leur adresse mail pour que vous veniez leur chuchoter à l'oreille une fois par semaine, en gros. D'accord? Donc, du coup, c'est ultra puissant. Et puis, c'est vrai que sur les réseaux sociaux, quand on parle communauté, tout le monde pense que réseaux sociaux en général ou groupe WhatsApp. Mais en fait, là, c'est super parce que les gens ont l'impression d'avoir une relation plus unipersonnelle, en fait. Où je ne suis pas parmi les 10 000 followers, mais là, tu me parles à moi directement, tu peux signer ton prénom dans l'email, on peut aller sur ce genre de choses. Du coup, effectivement, c'est un levier qui est très puissant. Et donc, je commencerai peut-être par ça. Après, tu les as mis sur un groupe WhatsApp? Alors, je sais que ça se fait, mais je n'ai pas osé faire la mutualisation. Tu peux, comme tu parles de cosmétiques, je t'invite donc à regarder ce qu'a fait évidemment Lucie Mito de Respire, notamment avec des groupes WhatsApp, tu vois, autour des développements de ces produits. Donc, par exemple, je sors un déodorant, quelle taille je vais avoir? Donc, en fait, elle a demandé aux personnes où est-ce que vous l'emporteriez avec vous? Les gens ont dit, comment vous allez l'utiliser? Et en fait, les gens ont dit, moi dans mon sac à main, moi dans mon sac de yoga, moi dans je ne sais pas quoi. Et du coup, j'ai dit, donc du coup, je vais commencer par les formats réduits d'abord. Et ça a cartonné parce que, plus petit prix, format réduit, etc. Donc, elle est allée chercher ça. Et elle avait un groupe WhatsApp et elle faisait aussi du présentiel. Et si tu as des objectifs à un moment donné de crowdfunding, Justine a fait un podcast là-dessus où elle décrit la préparation militaire en amont d'un crowdfunding que je t'invite du coup à regarder. Voilà. Donc, après, c'est pas parfait. C'est pas grave, tu vois, parce qu'on a toujours se dire, mais par quoi je commence? Donc, tu peux écrire tes premiers messages, tu vois. On va commencer par ça. Moi, j'ai une petite centaine de personnes, beaucoup d'amis, copines, c'est un peu étendu, c'est une petite croissance organique. Et typiquement, peut-être c'est juste purement une barrière mentale, mais ramener les 80 personnes sur un groupe WhatsApp mutuel, est-ce que je les sonde un peu avant? Tu leur dis, j'aimerais bien faire ça, est-ce que vous êtes partant? Ok. Et puis, tu en auras 2, 3. Oh non, trop de
productif. Bon, vous savez, vous pouvez les couper, hein, c'est pas grave. Il y en aura d'autres. Plutôt que de créer Ouais, je trouve que c'est sympa. C'est toujours faire porter aussi le message par les autres, c'est toujours plus fort. Oui, c'est une super idée. Attends, je vais t'aider. Trop bien, c'est parti. Super. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Mais en tout cas, j'étais ravie de partager ce moment avec vous. Oui, vas-y, je t'en prie. Appeler les gens, c'est vraiment hyper important quand ils nous laissent leur mail. Alors, si tu n'as que le mail et tu n'as pas le numéro, donc là, tu ne pourras pas. Maintenant, s'ils te laissent leur téléphone, donc en fait, ta question, c'est mail versus téléphone. En fait, quand ils nous laissent le mail, est-ce qu'on leur laisse un mail en disant est-ce que j'ai lu les réponses au questionnaire? C'est hyper intéressant. Est-ce que vous voulez que j'en parle? Oui, tu peux leur proposer. Alors, moi, je ne dirais pas ce que vous voulez qu'on en parle en copywriting. C'est super important pour moi d'avoir des retours plus détaillés. Donc, le top, ça serait qu'on échange par téléphone. Est-ce que tu serais partant? Je suis dispo jeudi matin. D'accord. Avec la personne a juste à dire oui, appelle-moi jeudi matin. Tu vois, mettons pas des barrières supplémentaires de oui, d'accord, je serai partant. Bon, super. Alors, quel créneau? Tu vois? Et du coup, en fait, pourquoi je dis ça, c'est pas juste l'anecdote, dans l'entonnoir, tu vois, tu l'as fait avancer en fait. Moi, j'ai des clients Tu peux le faire un tout petit peu. Alors, en fait, là, je vais revenir à une question, notamment qu'avait traité, je pense, Oussama Hamar, sur toute la question de, notamment quand on est un peu au début, est-ce qu'on a collecté des adresses? Il y a plein de façons de le faire, il y a plein d'outils, je peux citer Drop Contact pour enrichir, enfin bon bref, que je salue d'ailleurs Denis. La question, elle est souvent dans la qualité du contenu, de ce que tu vas apporter, de la manière dont tu vas le faire, souvent. C'est-à-dire que ça des freins un petit peu, faire exactement ce qu'on vient de se dire. C'est merci pour la commande, un mail. Ça serait génial qu'on puisse échanger 2-3 minutes, etc. Quel créneau vous arrange entre telle date et telle date? Tu as des gens qui ne répondront pas et tu as des gens qui répondent. Après, si tu veux le faire, il va falloir être bon sur le script. Et pourquoi pour m'appeler? Et est-ce qu'à un moment donné, tu vois, sur le tunnel de vente, il a été indiqué que ces coordonnées pourraient servir à… En fait, quand on dit aux gens à quoi ça va servir, un, c'est RGPD, et puis deux, du coup, ils ne sont pas étonnés. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, c'est plus facile de leur dire. Donc, voilà. Donc, en mode pirate, tu peux, mais c'est bien quand même de le spécifier ou alors de le faire en 2 temps si tu veux être plus à l'aise. Voilà. Tu as 2 petites questions en ligne. Du coup, je te les lis. Tu as une question d'abord de Varun qui te demande pourriez-vous parler un peu sur combien de temps il faut consacrer sur le market research, l'analyse des personas, community building avant de lancer son produit, à savoir qu'il a une marque de prêt-à-porter atypique. Très bien, ok, super. Comme il y a beaucoup de prêt-à-porter ici, c'est atypique, c'est peut-être mieux parce que du coup, il va pouvoir se distinguer. Génial. Je dirais que la partie recherche, en fait, je suis désolée, mais c'est jamais fini. C'est ça la réponse, c'est-à-dire qu'il faut le faire au départ et en fait, il faut continuer sans arrêt, sinon vous vous faites dépasser parce que vos produits ne correspondent plus. Voilà. Donc, en amont, il ne faut pas que ça gêne l'action. C'est-à-dire, on ne va pas se dire, alors, tant que je n'ai pas rempli X cases, j'y vais jamais parce qu'en vrai, c'est un process de construction et de co-création. Donc, voilà. Donc, je vais dire qu'au départ, si on a la possibilité de le faire et d'y consacrer, peut-être de s'y coller un bon mois, quoi, d'aller chercher cette donnée, de faire ces formulaires, d'aller parler aux gens. Je veux développer, je ne sais pas, même dans le physique, d'aller parler aux personnes, de vérifier que son idée elle est bonne. Ou, voilà. Je sais que j'ai déjà donné ce conseil à un entrepreneur, en fait, qui y est allé, parce que je lui ai expliqué cette méthodologie au départ. Et en fait, il y est allé et il est revenu me voir 1 mois et demi. Après, on avait un autre touchpoint. Il m'a dit, en fait, je t'ai écouté, j'ai fait 50 instituts et en fait, mon idée, elle n'est pas bonne du tout. Je suis complètement à côté de la plaque, etc. Ça a une valeur incroyable, vous imaginez. donc, je dirais peut-être ça pour être très factuel, même si il y a des sujets qui peuvent être plus longs. Et après, c'est en permanence. Ok, super, merci pour ta réponse.
Et on a une autre question de Fleurève qui a une question donc, sur LinkedIn. Donc, création de communauté de marques qui démarre de zéro, vs une page profil personnel. Tactique spécifique recommandée par rapport aux deux. Alors, une page personnelle. Alors, sur LinkedIn, on est sur LinkedIn. Oui, sur LinkedIn. Les pages personnelles, ça marche mieux. Donc, il vaut mieux, c'est pas grave si au départ on vous confond avec votre marque. Là, c'est du SEO branding, on va dire. C'est plus facile d'avoir une appétence pour quelqu'un. Vous avez des CEO qui ont énormément construit leur marque là-dessus. Je pense à Anthony Bourbon de Feed. On parlait de Justine Hutto. Voilà. Donc, ça peut être un bon hack pour démarrer. Et surtout que l'algorithme va plus pousser vos publications perso. Moi, j'ai les deux. Je ne sais pas, j'ai plus de 4000 personnes sur LinkedIn perso. Et on en a 1500 sur la page Trust et qu'on a lancé moins il y a 2019 du coup, versus moi qui suis depuis plus longtemps sur LinkedIn. Donc voilà, c'est peut-être ça ce que je peux lui dire. Que d'un point de vue, c'est bien d'avoir les deux à un moment donné, mais au début qu'on concentre ses efforts sur la page perso. Moi j'ai une question du coup qui me vient. Est-ce que tu conseillerais, avec ta page du coup entreprise, de repartager tes posts de ton profil perso ou de faire d'autres posts, les mêmes posts? Alors la question des partages sur LinkedIn, l'algorithme ne pousse pas du tout les partages que vous faites dans le post. Donc tous les repartages, les partages, vous avez une publication qui vous plaît, vous avez en fait, il ne va pas du tout les pousser. L'algorithme, vous aurez un reach qui sera vraiment râlé pas de crête. Donc je ne vous le conseille jamais. Il vaut mieux créer un post, mettre un lien en commentaire, ça fait un peu, mais bon, voilà, il faut ce qu'il faut, pour dire la ressource, elle est là. Et vous pouvez utiliser des raccourcisseurs de liens, des wikis, des raccourcisseurs pour aller, si vous voulez mettre ça. Mais donc, non, on ne peut pas partager. Mais par contre, oui, on peut renvoyer à sa page, mais quel est l'intérêt, tu vois? C'est plutôt une stratégie de caisse de résonance. Je dirais, plutôt que de relayer le contenu de sa page perso, donc pro. Donc, par exemple, j'ai écrit un article de blog, je le pousse sur ma page entreprise. Je peux aussi le pousser sur ma page perso, mais avec un angle différent, un peu plus polémique, un peu plus, on a un peu plus de marge de manœuvre, plus clivant, moins lisse. Voilà. Question tout à fait pratique par rapport à cette question du partage sur LinkedIn. Typiquement, j'ai lancé un site web, je veux le partager. Est-ce que je le poste moi sur ma page perso ou est-ce que je vais le mettre sur ma page LinkedIn de mon entreprise et je vais repartager parce que je ne suis pas sûre. Alors, donc, tu as lancé ton site web, il faut le dire à la terre entière, toutes les manières possibles que ce soit. Donc, ta page perso, ta page pro, demander à tout le monde de partager, etc. Donc, tu partages le lien. Ce qu'il ne faut pas, c'est partager, tu as raison, je ne sais pas clair, un post LinkedIn dans ton post. D'accord. Donc, le coup de repartager le post de mon entreprise sur ma page perso, c'est pas exact. Ça changera peut-être, hein, mais aujourd'hui, c'est trop faible. Voilà. Très bien. Merci en tout cas pour toutes Merci à toi, Nadia.